Donc aujourd'hui, je reçois Olivier, donc un trader qui a réalisé 31,4% de performance en 2024 et 65,7% en 2025. Mais son parcours est loin d'avoir été simple, hein. C'est comme tout trader, c'est jamais évident. Et il va nous parler aujourd'hui de son expérience, de son trading, de ses setups. C'est un étudiant que j'accompagne depuis 2 ans en coaching et donc je voulais lui donner la parole aujourd'hui pour qu'il partage son expérience du trading avec vous. Salut Olivier, j'espère que tu vas bien. Salut Je vais te, Thibaut. don- je vais te donner la Merci parole. de me recevoir pour partager un peu mon expérience et mon évolution dans le trading, surtout depuis 2 ans où on fait les coachings ensemble et où j'ai pu progresser au fil des mois grâce au coaching. Parce que c'est vrai que en trading, c'est bien joli d'avoir une formation, mais c'est pas avec une formation au bout d'une semaine ou d'un mois qu'on devient rentable. Et c'est vraiment l'accompagnement qui est apporté lors des coachings qui permet de progresser. Parce que le trading, pour être rentable, c'est un long chemin semé d'embûches. Et c'est vrai qu'au fil des mois, j'ai pu améliorer pas mal d'aspects. Et c'était surtout grâce au coaching, et grâce aux interactions avec toi que j'ai pu m'améliorer. Très bien, on en discutera tout à l'heure si tu veux. Euh, je voulais qu'on parle de toi au début, savoir qui es-tu, donc te laisser te présenter et ton parcours avant le trading. Qu'est-ce que tu fais dans la vie? Est-ce que tu as une famille si tu souhaites en parler? Voilà, un petit peu le parcours avant de parler trading. D'accord. Moi, c'est Olivier. J'ai un métier qui mélange des aspects commerciaux, marketing et digitaux, donc ça n'a rien à voir avec la finance. Donc, j'ai fait une école de commerce, donc j'ai quelques bases en finance. Je sais lire un compte de résultats, analyser des fondamentaux. C'est entre guillemets ce background de formation. Mais voilà, rien à voir avec le trading. Et puis, donc, sinon, voilà, j'ai une famille, 2 enfants. Et donc, voilà, entre la vie de famille et aussi le boulot, c'est assez prenant. Et c'est pour ça que je me suis orienté vers le swing trading, donc plutôt que le day trading, puisque déjà, le swing trading, ça me permet de faire ça le soir ou le week-end, donc pour mettre en place mes plans et mes trades. Et mon métier ne me permet pas le day trading, comme je suis toujours un peu en réunion et je suis rarement disponible en journée. Donc voilà. Et le swing trading convient aussi, je trouve, mieux à ma personnalité. Parce Ouais. qu'en day trading, il faut exécuter et décider rapidement, et puis donc avoir une gestion émotionnelle parfaite, sans biais cognitif. Et le swing trading, ça me permet plus d'avoir du recul et d'analyser, puis mettre à l'écart certains aspects émotionnels. Parce que voilà, la psychologie, c'est un truc sur lequel je dois travailler, je suis pas encore au top. Ok. Et on en parlera des setups tout à l'heure, de la psychologie, de ton organisation. On a déjà un premier aperçu. Euh, Revenons sur le début de ton expérience en trading. Comment tu as découvert le trading? Qu'est-ce qui t'a mené vers le trading? Alors, il y a très 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 longtemps, j'avais fait un concours boursier. À l'époque, c'était le concours boursier avec Cortal Consors. C'était le courtier en ligne de la BNP Paribas, Ok. qui est fermé depuis, et c'est avec le magazine Capital. Donc, j'avais fait ce concours, j'avais fini troisième, j'avais fait 100% de performance en 5 mois, mais c'était un mode de Cool. trading hyper particulier que je faisais. C'était du trading sur des actions au fixing au marché libre. Bon, à l'époque, il y avait de la liquidité sur ces actions, et puis voilà. Et après, j'ai eu des enfants, etc. J'avais d'autres priorités, donc j'ai laissé tomber. Je m'y suis remis, comme un peu beaucoup de personnes, avec le Covid, 2020. Mhm. Au tout début, grosse performance en un mois.
je me suis un peu enflammé, comme j'avais eu un background où j'avais fait un concours boursier où j'avais bien réussi. Et bah, j'ai vite redonné tous mes gains et j'ai vu tout de suite que j'étais pas au point, que ça allait pas du tout. Et c'est là que j'ai commencé à prendre, que je me suis inscrit à DM Trading, d'abord avec la formation Forex de Pascal. Mais j'étais un peu en dilettante pendant quelques années, là, 2020 jusqu'à l'année dernière. Je faisais des gains, je reperdais tout, donc j'étais pas constant. Et le moment où j'ai gapé, c'est vraiment l'année dernière. Bon, enfin, je suis pas encore opérationnel à 100%, mais quand j'ai pris ta formation avec accompagnement au coaching, euh, donc ouais, c'est une autre type de formation, plus à jour avec les marchés actuels. Et là, ça m'a permis de bien progresser et de devenir rentable depuis l'année dernière où je m'y mets vraiment sérieusement. Parce qu'en 2021, c'était quoi tes stratégies sur les marchés? Oh là là, c'était pas structuré du tout. Je j'ai regardé, j'ai analysé parce que je tenais quand même un journal de trade. En vérité, Mhm. j'avais pas de stratégie structurée. Quand j'ai regardé mes trades en 2021, ouais, c'était catastrophique. Enfin, pas catastrophique, comme j'avais quand même des connaissances en analyse technique et en gestion, mais il n'y avait pas d'approche structurée. Euh, et- et Là, j'ai comparé mes trades de 2021 avec ceux qu'on a fait ensemble après. Et là, c'est vrai que j'ai une approche beaucoup plus structurée. Et je sais pas si tu te rappelles, au début, j'arrivais pas à choisir les bonnes actions. Ouais, Et ouais, tout à fait. après, petit à petit, grâce au coaching, j'arrivais à choisir les bonnes actions. Et les stop loss étaient mal placés. Après, j'ai appris à mieux placer mes stop loss. Euh, Ouais, Pareil tu avais pour des mes stop loss trop larges. Hmm. Ouais, c'était ça à l'époque. Ouais, j'avais des stop loss hyper larges. Donc ça, c'est un travail qu'on avait fait ensemble l'année dernière. Donc là, maintenant, c'est bon, mais ouais, c'était la première étape. C'est trouver des stop loss cohérents et plus courts. Donc ça, c'était une étape de l'année dernière. Ouais, c'est vrai que l'année passée, tu avais déjà des bons résultats, 31% de performance. Mais il y avait des choses à améliorer, notamment le placement du stop loss. Je trouve que le choix des actions, c'était quand même relativement correct. Il y avait une petite marge de progression, mais c'était surtout dans le fait de peut-être charger plus ses positions et donc d'avoir un stop loss plus court. Parce que des stop loss hyper larges, on n'a pas forcément une asymétrie énorme. Et on en discutera, hein, peut-être que sur ton déclic et l'évolution, mais sur l'évolution entre la performance de 2025 versus la performance de 2024, qu'est-ce qui te semble avoir fait le déclic et permis de progresser autant? Est-ce que c'est le marché? Est-ce que ton approche, elle est la même? Ou est-ce que tu as mis en place des éléments qui te semblent... Ou est-ce que tu as gagné confiance? Est-ce que c'est un tout? Voilà, j'aimerais avoir ton avis là-dessus entre Ben, 2024 et 2025. bah, entre 2024 et 2025, oui, comme tu le dis, c'est les stop loss. Là, j'ai progressé sur le sujet. Les stop loss plus courts pour profiter de la symétrie. Euh, Au tout début, hein, pour 2024, c'était le mauvais choix d'action. Quand on faisait les coachings, j'ai réalisé que je prenais des actions chaotiques et pas linéaires. Donc là aussi, ça avait été une première étape où tu m'as orienté de bien choisir les actions avec des mouvements linéaires sur les impulsions, sur les pullbacks et non pas des actions un peu choupi. Donc, ça aussi, donc le choix des actions, c'est bon, les stop loss, c'est bon. Je prenais pas assez en compte le contexte de marché. Donc là, maintenant, je sais être plus agressif ou moins agressif suivant le contexte de marché. Là aussi, j'ai progressé. Donc, je dirais choix d'action, contexte de marché et après les setups. Euh, Pareil, en 2024, tous mes setups étaient pas les plus efficients.
Après, on l'a travaillé durant tout 2024 sur les setups. Et ce qui m'a fait progresser aussi, c'est la construction d'un modèle book. Parce qu'en 2024, tu nous avais fait un coaching avec ton modèle book que tu nous avais envoyé, avec Alors toutes les pour stats. l'audience, préciser le model book, c'est une base de données avec des centaines de trades, screenshots, sur lesquels on va se référer pour gagner des convictions sur un setup. Voilà, c'est une base de données qui nous permet de gagner en conviction, de gagner en expérience. Voilà, petite parenthèse pour préciser ce qu'est un model book. Ouais. Mm. Et donc, suite à ça, suite à ce coaching sur le modèle book, je me suis créé un modèle book qui m'a permis de gagner en conviction. C'est bien ça. Et c'est vrai que maintenant, j'ai aussi cette partie de conviction et j'arrive, je pense que je suis vraiment au point sur les setups. J'arrive maintenant à visualiser directement les bonnes actions de manière très rapide. Et donc, j'ai une voilà, progression aussi sur la qualité des setups. Pour rappeler, hein, tu l'as introduit tout à l'heure, donc tu fais du swing trading, notamment à cause de ton organisation, tu travailles la journée, donc c'est compliqué pour toi de faire de l'intraday. Donc tu t'es naturellement dirigé vers le swing trading. Est-ce que tu peux parler un peu plus de ce style, de cette organisation? Et puis après, on va parler de la nature aussi du setup. Mais d'abord, peut-être pourquoi tu as fait ce choix de swing trading plus que intraday? On a déjà un élément de réponse. Oui, 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 comme tu dis, du point de vue de mon travail, je pouvais pas faire de l'intraday et même je pense que l'intraday n'est pas adapté à ma personnalité du point de vue de la gestion psychologique. Et le swing trading est plus confortable, donc je fais les analyses le week-end. On va dire, je fais tourner tes screeners, donc ça c'est aussi un apport. Euh, Intéressant, ces screeners de faible volatilité et de momentum. Donc, grâce à tes screeners, ça te permet de faire gagner beaucoup de temps. Donc, je fais tourner les screeners. Après, je passe en revue les actions. Donc, à cette étape-là, je vais créer mes différentes focus lists. Donc, j'en ai différentes. J'ai une focus list où je liste les actions qui ont fait une première grosse impulsion. Après, j'ai une focus list avec les actions après la première impulsion qui crée un night tide flight ou un pullback ordonné. Après, j'ai une focus list avec des bases comme une volatility contraction base. Et après, j'ai ma hotlist où je sélectionne les valeurs qui sont prêtes, qui peuvent déclencher un setup. Donc ça, tout ça, je construis ça le week-end, ce qui me permet d'être opérationnel la semaine et donc le soir, me prendre une demi-heure, passer en revue les actions et me dire, cette action est prête. Je place mon entrée, je place mon stop loss et après c'est déclenché ou pas le lendemain ou les jours suivants. Ouais, c'est vrai que tu as un style qui permet du coup de pouvoir trader en soirée. Donc tu mets tes ordres dans l'attente, c'est ça, ça se déclenche tout seul la journée et tu jettes un œil le soir et tu fais tes analyses, tes reviews en soirée ou le week-end. Ouais, tout à fait, tout à fait. Et ça fonctionne plutôt bien. Donc de toute façon, j'ai pas besoin d'être là la journée puisque les ordres sont placés automatiquement. Après, on en avait parlé ensemble. Le désavantage que j'ai, c'est-à-dire que je peux avoir un breakout, euh, c'est-à-dire le setup est OK, tu peux avoir un breakout, donc ça se comporte, mais je peux pas être là pour vérifier si le breakout se fait avec du volume ou pas. Et un breakout avec un volume, évidemment, est plus efficient. Et ça, lors d'un coaching aussi, c'est vrai qu'on avait travaillé sur le sujet avec toute une base de données, avec la qualité des breakouts, suivant si le breakout était accompagné d'un volume ou pas. Bon, voilà, ça va être ça le désavantage. Ouais, c'est un des avantages. Mais à la fois, il y a des avantages aussi, c'est que tu vas pas pouvoir couper ton trade trop tôt si t'es pas devant les marchés. Donc ça, c'est plutôt aussi un avantage. Il y a toujours un désavantage et un avantage dans chaque disponibilité. Pour toi, le désavantage, c'est que tu peux pas confirmer s'il y a des volumes
lors de la cassure et de l'accélération. Par contre, du coup, une fois que tu es dans le trade, eh bien, tu vas profiter du mouvement dans sa globalité et tu ne seras pas tenté à le couper parce que tu n'es pas dans les graphiques. Donc ça, bon, c'est un avantage que tu as et disons que ça équilibre le désavantage sur les volumes. Oui, 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 tu as raison. Hein, de toute façon, toujours des avantages et des inconvénients Ouais. dans le mode de trading, mais bon, voilà, ça se passe plutôt bien. Donc, on va dire, pour l'instant, oui, c'est pas ce qui me pose vraiment de problème. Donc, Est-ce que tu peux expliquer très rapidement la base de tes setups parce que là, on utilise des mots un peu anglophones et oui, pour les pardon, ouais. néophytes, est-ce qu'on peut, avec un jargon assez simple, expliquer les quelques setups que tu utilises? Tu en as un majoritairement, mais il y a plusieurs nuances. Voilà, expliquer ça. Ben, je vais utiliser ce qui s'appelle des setups de contraction. Donc, je vais prendre une action qui a eu une première impulsion, une première poussée forte. Par exemple, lors de la première poussée, l'action aura fait pas plus 60%. Après, on va avoir un pullback. Donc, un pullback qui va être, je vais prendre des pullbacks qui sont ordonnés et pas chaotiques, qui vont revenir, par exemple, suivant la vitesse de l'action, sur sa moyenne mobile 10 ou sa moyenne mobile 20, tout en ayant une contraction de la volatilité et des volumes. Avec cette contraction de la volatilité et des volumes, ça va me confirmer que les vendeurs sont petit à petit absorbés. Hmm. Je vais avoir le setup qui se forme. Comme j'ai une contraction de la volatilité, je vais pouvoir placer mon entrée avec un stop loss court, comme on aura ce qui s'appelle un average daily range, c'est la volatilité de l'action, qui va être de plus en plus petite. Et là, je vais placer mon ordre d'achat avec un premier TP, on va dire, à trois fois la volatilité moyenne de l'action par rapport à mon stop loss, donc un stop loss court. Et après, je vais accompagner le mouvement sur les deux autres TP. C'est souvent, je prends 3 TP, qui va être un TP sur la cassure de la moyenne mobile 10 et un autre TP sur la cassure de la moyenne mobile 20. Ou alors, je peux prendre des TP sur une extension, c'est-à-dire une forte bougie euh, d'impulsion avec un fort volume qui m'indique une distribution. Ouais, donc ça capitule et tu sors sur le mouvement parabolique. C'est souvent là où les institutions larguent leurs titres et c'est les traders particuliers en général qui sont dans le FOMO et qui leur rachètent. Donc plusieurs façons de gérer ton trade et ça porte ses fruits puisque tes performances sont très belles. Ouais. Donc Oui. concernant la gestion du risque, est-ce que tu pyramides ou est-ce que tu le fais pas? Est-ce que tu privilégies plutôt les stops très très courts? Euh, Comment tu fais pour ta gestion du risque? Et quel Pour pourcentage tu risques par trade aussi? Ça, c'est intéressant. pour la gestion du risque, sur l'aspect pyramidage, je dois progresser parce que quand je pyramide, je le fais rarement et quand je pyramide, j'y arrive pas. Ça fonctionne pas. Donc là, c'est un axe de progression, savoir pyramider. Donc c'est vrai que quand j'observe certains de tes trades et que je vois que tu pyramides à chaque fois, moi je ne suis pas encore capable de le faire. Ça c'est un axe de progression. Donc ça je suis pas efficient dessus. Et après sur les stop loss, on va dire mon stop loss maximal va être à 5%. Mais après je peux avoir des stop loss à 2%. Ok. L'idée, c'est toujours enfin, j'essaye d'avoir un stop loss inférieur à 1 ADR.
Et Donc l'ADR, ça. l'ADR qui est la volatilité intrinsèque, pour ceux qui savent pas ce que c'est, l'ADR c'est la volatilité intrinsèque moyenne sur 20 jours. Et donc ce que nous dit Olivier, c'est que il souhaite avoir son stop loss inférieur à la volatilité habituelle, donc un ADR. Et juste pour revenir sur, donc tu mets des stop loss entre 5 et 2%, disons le plus court possible, mais quel montant en dollars tu risques, ou quel pourcentage du coût du capital tu risques par trade? Est-ce que c'est 0,5% du capital? Est-ce que c'est 1%? Est-ce que c'est 0,25? Alors là, c'est aussi quelque chose sur lequel je dois progresser. Je risque une très petite partie de mon capital, c'est entre 0,10 à 0,25%. Alors que logiquement, je devrais être capable, comme toi, quoi, de monter à 0,5% quand j'ai une forte conviction dans l'action. Actuellement, je fais 0,10 à 0,25 et mon objectif, c'est de passer de 0,25 à 0,50 voire 0,75% quand j'ai une très forte conviction dans l'action. Donc là, pareil, sur la taille des positions, je dois progresser. Ok. Ok, donc je crois qu'au niveau du setup, on a fait le tour. Au niveau des outils utilisés, est-ce que tu utilises des moyennes mobiles? Est-ce que tu utilises... qu'est-ce que tu as sur ton graphique finalement? Alors, sur mon graphique, je vais utiliser des moyennes mobiles. Donc, ça va être la moyenne mobile 10, la moyenne simple 10, la moyenne mobile exponentielle 21, la moyenne mobile 50, la moyenne mobile 200, la moyenne mobile 5. Après, je vais utiliser ton indicateur DMT OBV, donc un non-balance volume modifié Hmm. pour les volumes. Je vais utiliser aussi tes indicateurs de bougies de faible volatilité ou les bougies d'impulsion, qui me C'est vrai que permet celui-là, de il est visualiser. bien. Ouais, Celui je sur l'aime la bien. contraction de volatilité, on le voit directement. C'est assez visuel et sur le graphique, on voit direct qu'il y a une contraction de volatilité ou pas. Et ce qui est bien, c'est que tu peux le faire en hebdo, en mensuel, en journalier. C'est assez visuel. J'aime beaucoup cet indicateur. Ouais, moi aussi, ouais, ouais, c'est hyper visuel comme indicateur. Après, j'utilise ton indicateur DMT trading sur les volumes. Tu as la moyenne mobile des volumes. Là aussi, c'est très visuel pour analyser les augmentations. Et après, j'utilise l'ADR pour la volatilité, pour voir les différences de volatilité. Alors, je trouve que l'ADR 20, il est un peu long, donc j'utilise plutôt l'ADR à 10 périodes Ok. pour visualiser les changements de volatilité, même si j'utilise l'ADR à 20 périodes pour mes stop-loss. Là, c'est plus pour l'aspect visuel, l'ADR 10. Oui, parce que ta stratégie, elle est basée sur la volatilité. C'est une Hmm. stratégie de volatilité, contraction, expansion. Il peut se matérialiser de différentes façons, soit la volatilité avec l'ADR, soit avec l'indicateur des bougies visuelles qui montrent les bougies qui se contractent. Ça pourrait même être l'indicateur des bandes de Bollinger. Oui, je Finalement, les ai total. aussi. Ouais, et c'est vrai, je suis bête. Je garde les bandes de Bollinger. Je les aime bien. Et j'ai oublié, j'ai aussi, ce qu'on avait vu aussi, c'est la force relative. Donc, mais là, je Hmm. l'intègre plus sur TradingView avec le RS Score qui me permet de déterminer la force de l'action par rapport au marché. Alors là, on a l'impression qu'il y a énormément d'indicateurs sur tes graphiques, mais en réalité, je pense, et tu me dis si je me trompe ou si c'est ce que tu fais réellement, bah, en fait, ton trading, il est extrêmement simple, c'est juste de la contraction de volatilité. Oui, tu utilises quelques indicateurs pour la matérialiser, mais finalement, un d'entre eux pourrait suffire et tu n'aurais pas besoin d'en avoir deux ou trois sur tes graphiques. Qu'est-ce que tu Oui, penses? non, tout à fait, tu as raison, hein. De toute façon, voilà, c'est le prix, le volume. Ouais, je dirais, il y a trois éléments, hein, le prix, le volume, la volatilité. Donc, j'ai pas Exactement. besoin, en vérité, de tous ces indicateurs. C'est plus une aide visuelle, finalement.
Tout à fait. Bon, les trois piliers sur les marchés financiers, c'est effectivement prix, volume, volatilité, hein. Il y a rien d'autre. Tout ce qui est indicateur, c'est des dérivés, des formules mathématiques dérivées de ces éléments-là. Donc, ouais, ok. Et les moyennes mobiles, on en a parlé. À quoi elles te servent? Est-ce qu'elles te servent à repérer la tendance? Est-ce qu'elles te servent à définir des zones de contraction sur lesquelles tu vas plus intervenir, savoir est-ce qu'on est perché ou pas? Comment tu t'en sers? Oui, ouais, c'est tout à fait ça, hein, pour déterminer la tendance et la force de la tendance. Est-ce que les cours suivent la moyenne mobile 10? Est-ce que les cours suivent la moyenne mobile 20? Ça me permet de déterminer le caractère en quelque sorte de l'action, si c'est une action rapide ou lente. Ouais. Il y en a qui ride plutôt la MM50, d'autres la MM20. Donc ça permet d'avoir voilà le caractère de l'action. Et après, pour les contractions de volatilité, si j'ai un regroupement du cours sur la moyenne mobile 10 et la moyenne mobile 20, un pullback ordonné vers ces moyennes mobiles, les moyennes mobiles sont regroupées, j'ai la contraction de volatilité, ça me donne beaucoup d'indices pour me dire, bon, bah, c'est bon, ça va rebondir. Ouais, très bien. Ok, super. Hmm. Eh bien, je pense qu'on a fait le tour sur les setups. Peut-être qu'on peut parler de tes plus grosses erreurs. Est-ce que tu en as tiré? Est-ce que tu as fait des erreurs qui ont été coûteuses dans enfin, dans ton expérience en trading? Euh, Est-ce que tu as eu des trades qui se sont mal passés, qui t'ont appris des choses? Est-ce que tu as parfois tilt au niveau de ta psychologie? C'est quoi tes plus grosses difficultés? C'est quoi tes plus grosses erreurs dans ton apprentissage en trading? Bah, au début, c'était le truc classique, le FOMO, quoi. Donc, les revenge trends. Donc, ça, c'était, ouais, voilà, je voyais le marché partir. Il faut à tout prix que je trouve un trade. Et je rentrais sur des trades, euh, bah, en retard, alors à Clark, c'était déjà parti. Donc, et après, directement, je rentrais au plus haut. Résultat, ça corrigeait. Je reculais à chaque fois mon stop loss et résultat, je me retrouvais avec du moins 15% sur un trade, quoi. C'est, on va dire, début 2024. Et voilà, non, les biais traditionnels, le FOMO, l'espoir, voilà, maintenant c'est des biais, je ne dis pas que je les ai totalement éradiqués, mais en général, voilà, l'espoir, le FOMO, la peur, l'impatience, c'est des aspects que je maîtrise beaucoup mieux. Et donc, euh, et donc je vais Est-ce que tu as maintenant. travaillé sur toi? Est-ce que c'est en ayant une structure? Parce qu'il y a un débat, par exemple, à DMT entre Vincent et moi. Lui, il pense que, il y a l'aspect psychologique, qu'il faut travailler sur soi pour améliorer ces biais-là. Et moi, je pense que c'est qu'une question de méthode. Et tant qu'on n'a pas une méthode qu'on maîtrise de A à Z et des convictions énormes, eh bien, la psychologie prendra le dessus et on aura souvent ces dérives psychologiques. Qu'est-ce que tu penses de ça? Est-ce que c'est une combinaison des deux? Est-ce que c'est plus l'aspect psychologique pour toi ou est-ce que c'est le fait de gagner en conviction sur une méthode? Bah, oui, ouais, je pense que c'est un mélange des deux. Je mettrais en premier, le plus important, c'est la méthode et la conviction. Ok. Euh, et là, je suis plus aligné avec toi. Et après, ça dépend de la personnalité des personnes. Donc, faut quand même travailler sur sa psychologie parce qu'il y a plein de biais cognitifs quand on fait son journal de trading. Et moi, je me mets une petite colonne où je me mets un warning quand il y a un biais cognitif auquel j'ai été confronté pour dire attention, warning, là, ce mois-ci, j'ai fait 3 faux mots, je déconne. Donc, je me le mets pour, euh, pour me poser et essayer d'avoir je sais pas, un coup de fil émotionnel quand j'ai envie de prendre un trade Ok. sur un faux mot, quoi. Mais après, oui, si tu as une méthode et des convictions, bah, logiquement, tu fais beaucoup, beaucoup moins d'erreurs. Hmm. Ok. Est-ce que tu as pris, est-ce que c'est arrivé une fois dans
ta vie de trader, est-ce que tu as pris une grosse claque, perdu une bonne partie ou pas du tout, c'est quelque chose Bah que tu as quand même non, réussi? non, jamais, parce que c'est l'avantage et l'inconvénient d'être trop sécurisé dans son trading. Parce que Oui. finalement, je risque très peu par rapport à mon capital. Je peux enchaîner 10 ou 15 ou 20 pertes. Bah, je vais pas exploser mon capital. Donc, par contre, point de vue performance, je pourrais faire beaucoup plus si j'étais plus agressif, quoi. Donc, voilà, les Ouais, avantages. c'est l'axe d'amélioration sur lequel on va travailler dans les prochains mois et Hmm. l'année prochaine, c'est risquer plus parce que tes performances démontrent que sur 2 ans, ta profitabilité est tip-top, quoi. Donc, est-ce que tu aurais un conseil à donner pour éviter les pièges sur la psychologie? Est-ce qu'il faut se créer, tu parlais tout à l'heure, une base de données de trade pour gagner en conviction. Quel serait ton conseil pour éviter que la psychologie impacte un maximum notre trading? Ouais, c'est développer ses convictions. Donc, de toute façon, pour développer ses convictions, il faut faire des coachings. Quand on fait les coachings avec toi, tu nous expliques les erreurs. Donc après, on se les note et on travaille dessus. Et il faut développer en parallèle, ce dont on parlait avant, un model book où tu peux voir l'ensemble des setups qui fonctionnent. Et surtout, il faut bouffer du graphique. Et donc, à force de regarder les graphiques, ça va devenir naturel. Tu développes finalement une mémoire procédurale, c'est-à-dire que ça devient Hmm. mécanique et de manière mécanique, tu vois directement les setups et tu passes pas 10 minutes à analyser ton graphique. C'est en l'espace de 10-15 secondes, tu vois directement bah, si c'est un bon setup, si c'est une bonne action ou pas. Mais ça, c'est qu'avec le travail. Donc, c'est analyser des graphiques, analyser des graphiques. Donc, c'est du travail et de la passion, principalement. C'est ce que j'aime bien chez toi. On a beaucoup parlé de mes inspirations en trading et tu as été les étudier. Donc c'est bien, c'est pas que cloisonné à ce qu'on fait, c'est que tu es assez curieux de nature et tu as été étudier de grands traders, notamment aux États-Unis, qui t'ont permis de peaufiner aussi ton approche et voilà, qu'est-ce que ça t'apporte? Est-ce que c'est, moi je trouve que c'est bien. Il faut toujours s'améliorer, rechercher à apprendre de traders qui ont réussi. Et donc ça, c'est quelque chose, c'est une qualité que je trouve en toi supplémentaire, c'est vraiment d'être curieux là-dessus. Bah, ouais, bah, disons que c'est vrai que tu as raison, l'étude des trades, de traders à succès, c'est important. Déjà, l'avantage, c'est toi, de ton côté, tu es transparent, on voit tes trades quand tu les prends en direct. En plus, tu les as balancés avec ta base de données Excel. Donc déjà, la première chose, on peut étudier tes trades, voir comment tu Mm. fonctionnes, voir tes entrées et tout. Donc, déjà, ça, c'est un bel axe pour progresser. Après, on en avait parlé lors d'un coaching d'une heure ensemble. C'était bah, par exemple l'étude de trades comme Minervini ou Koulamagi. Et donc, c'est vrai, comme ça, en plus de tes trades, j'étudiais les trades de Koulamagi pour voir comment il fonctionnait. Bon, bah, des moments, je comprenais pas tellement son process, mais ça permet bah, d'observer des setups à succès, voir comment ils fonctionnent, voir comment toi tu fonctionnes. Et donc, en étudiant de nombreux traders qui ont des performances, ça permet de développer une intuition, en quelque sorte, côté Tout à fait. intuitif. Mm. Ok, non, mais intéressant. C'est vrai que moi, c'est vraiment le conseil que je donne à tous les étudiants en DMT, c'est soyez curieux, élaborer un process pour regarder ce qui fonctionne sur les marchés. On avait parlé, je crois, de ça, c'est faire ce travail assez régulièrement de, OK, qu'est-ce qui performe sur le screener, même si on les a pas prises, eh bien, faire du reverse engineering un peu, c'est ça, hein.
C'est aller voir ce qui a fonctionné, comment ça s'est passé, pour en déduire un process, savoir où on aurait pu rentrer. Et moi, c'est clairement l'exercice qui m'a permis d'être rentable. Et que je Mm. continue de faire parce que il y a mille et une façons de profiter d'un mouvement et de rentrer sur les marchés. Et si on peut développer une façon plus simple et plus profitable, alors pourquoi s'en priver et pourquoi se cloisonner à une méthode qui fonctionne déjà? On peut la faire évoluer et moi je trouve que c'est hyper important. Mm. Oui, en plus, tu fournis vraiment tous les outils. Suivant le style de trading qu'on a, les screeners momentum, faible volatilité, un ensemble d'indicateurs, autant l'indicateur de volume inspiré de Dan Zenger pour les Hmm. open range breakout, ou pour moi pour les setups de contraction, il y a des indicateurs adaptés, comme j'en ai pas parlé, mais tu as le band Bollinger 1 heure qui permet d'analyser les contractions sur des bandes de Bollinger vs l'ADR. Donc voilà, ça c'est un outil utile aussi. Donc tu as des indicateurs que tu as créés qui sont adaptés soit au setup d'accélération, soit au setup de contraction. Donc il y a tout un ensemble d'outils qui sont hyper utiles au-delà du coaching. Donc, ça permet. Et c'est aussi pour ça que j'avais choisi DM Trading, hein, finalement, parce que une formation seule, je dirais, c'est un prérequis, mais ça, on va pas devenir rentable avec seulement une formation et je trouve que les choses que tu apportes, c'est complet parce que tu as la formation, tu as le coaching, ça c'est déterminant pour réussir sans coaching, c'est même pas la peine. On ne devient pas rentable en une semaine ou un mois, il faut un coaching, un accompagnement. Et après, tu as les screeners, les indicateurs, donc tu as un ensemble d'outils au sein de DM Trading. Si tu es motivé et sérieux, ça te permet d'être rentable. Ok, on va parler maintenant de ta gestion du stress et de la pression. Alors tu disais que comme tu prenais pas beaucoup de risques, finalement, j'imagine, et c'est à toi de me dire, que le stress n'est pas forcément présent ou la pression est quand même restreinte, mais comment tu vois la chose, toi? Euh, Bah, j'en prends pas beaucoup de risques parce que je pense que, enfin, faut pas que je pense. Ouais, je peux être vite stressé. Euh, Ok. et, et donc, c'est une chose enfin, c'est un aspect sur lequel je dois travailler. La gestion du stress. Et pour l'instant, prendre une trop grosse position, ça me ferait commettre des erreurs parce que je commencerais à stresser Ouais. et je pourrais couper ma position trop tôt. Ouais, la gestion du stress, je pense, c'est un axe de progression. Et ça doit être ça comme quoi, il faut que je travaille sur la psychologie, qui m'empêche de prendre des plus grosses positions. Alors qu'au final, j'ai une espérance de gain positive. Donc, j'ai Ah un oui, tu as une système. belle espérance de Voilà. gain positive. Ouais. Donc, c'est dommage. C'est dommage. Ouais, tu as un système hyper rentable, donc ouais, il faut commencer à accélérer là-dessus. Alors, faut pas en se mettre en danger, parce que si on prend des grosses tailles de position, comme tu l'as dit, eh bien, on va mal gérer le trade et donc on va changer la façon dont on trade. Et donc, l'espérance de gain sera pas forcément la même, voire négative. Mm. Il faut trouver toujours le juste milieu où on est dans l'inconfort, mais pas trop. Ouais, ouais, t'as Euh, raison. c'est cette limite qui permet de créer de la performance sans exploser son compte. Et c'est sur ça qu'on doit effectivement travailler parce que tu es une des plus grosses performances, je crois, cette année à DMT. L'année passée, t'étais à 31,4% de performance. Il y en avait certains qui étaient à 35, 40, et puis il y avait Giorgio qui était à plus de 200. Mais là, je crois qu'avec JB et un ou deux étudiants, vous êtes dans le trio de tête. Donc ça montre bien qu'il y a une belle rentabilité et qu'en allant se positionner dans l'inconfort léger pourrait permettre de performer encore davantage, hein. Ça, c'est clair et net. Je voulais savoir un petit peu ton rapport à l'argent et aux pertes. Parce que est-ce que du coup
cette restriction que tu te mets sur la gestion de ton risque et les tailles de position, est-ce qu'elle vient d'un rapport à l'argent particulier ou pas? Non, je pense que c'est plus ma psychologie. C'est, Ok. ouais, je pense que je dois plus travailler ma psychologie par rapport à ça, ma gestion du stress et la peur de perdre. Alors, et il faut que j'arrive à objectiver ça parce que au final, si je double mon risque, ça va rien changer dans ma vie. Mais ouais, non, c'est juste un aspect mental que je dois débloquer. Et maintenant que j'ai progressé, que j'ai un avantage statistique, faut vraiment que je passe ce cap, quoi. Faut vraiment que je passe Hmm. ce cap. Après, et même aussi tenir mes trades beaucoup plus longtemps. Là, je vais regarder, par exemple, au mois de mai, en prenant l'action sur laquelle j'avais le plus performé, c'était Aveva où Ouais, j'avais pris mon dernier TP à plus 265%. Le problème, je prends le TP à plus 265%, mais j'ai plus que 10 à 15% de la position. Donc, mois de juin, pareil, j'étais sur CDI. Mon dernier TP, il était à plus 200%, et pareil, plus 200%, purée. mais à 10-15% de la position. Là, si j'avais été capable de tenir ne serait-ce que 30% de la position sur des résultats à plus de 165 ou plus de 100%, mais la différence est énorme. Donc là, c'est aussi être capable de ne pas prendre ses profits trop tôt. Et là aussi, c'est lié à une peur de perdre. Autant une peur de perdre mon profit, ou Hmm. alors une peur de perdre plus d'argent quand j'ai des tailles de position petites. Ouais, je pense que voilà, c'est lié à la peur de perdre dans les deux cas. Ouais, bon, on est tous pareils, hein, et moi y compris. C'est vrai que c'est difficile de tenir et de se dire bon, bah, ces plus-values vont peut-être être effacées, pardon, et on finira à zéro. Mais c'est vrai que dans le temps, si on arrive à capter des gros mouvements comme ceux que tu viens de me citer, hein, prendre deux actions qui font plus de 200%, bah, c'est game changer dans ta performance. Maintenant, ça reste des exceptions, donc il faut aussi trouver le juste milieu entre on traite pas que les exceptions, on peut pas avoir une stratégie qui se repose uniquement sur des exceptions de marché, parce que sinon on va construire énormément de drawdowns. Ouais, Donc effectivement, avoir un reliquat sur ces actifs-là, ben, ça paye, et essayer qu'il soit quand même significatif, mais on peut pas laisser l'entièreté de la position, parce que sinon, eh bien, on va peut-être tenir que deux ou cinq trades par an, et le reste du temps, ça sera que des pertes ou des flats, étant donné que toutes les actions ne proposent pas des mouvements aussi importants. Donc, c'est toujours un juste milieu, il faut être satisfait de ce qu'on prend sur le marché et que surtout ben, on ait cette espérance de gain qui soit positive, qui est l'assurance que notre stratégie fonctionne. Ok. Est-ce que tu aurais un conseil Non, pardon. Est-ce que tu as un rituel avant ou après ta session de trading? rituel, bah, je vais avoir le rituel du journal de trading, mais c'est pas après la session de trading, hein. C'est vrai que c'est faire un journal de trading pour progresser, voir mes erreurs, voir l'évolution de mon win rate et de mon risque reward, voir comment je peux les améliorer. Donc le journal de trading, euh, voilà, qui est important, mais là c'est quelque chose d'automatisé que nous a fourni, voilà, qui évolue petit à petit en termes de format. Donc ça c'est un bel outil aussi de DMT, le journal de trading. Et le rituel, non, le rituel, c'est regarder mes focus lists. Voilà, je vais avoir une focus list, on va dire, de 50 titres pour la semaine. Et je vais essayer de la passer en revue chaque soir pour voir quels setups sont prêts. Et ouais, ça va être la chose la plus importante. Et en swing trading, mes screeners, oui, je vais les faire tourner plutôt le week-end pour créer mes listes. D'accord. Ok. Comment tu arrives à gérer l'équilibre entre ta vie perso et ton trading?
Parce que c'est une question quand même qui est importante. Bah, dans mon style de trading, ça va. C'est un temps que je consacre le week-end et le soir. Parfois le matin. Parfois le matin. Donc, c'est, voilà, avec le swing trading, je trouve ça gérable. Après, des moments, il faut que j'arrive à prendre du recul parce que c'est vrai que certains soirs, je peux passer beaucoup de temps, ouais, pas ma demi-heure classique, mais je sais pas, j'analyse des trades, je fais un petit peu de deep dive. Et voilà, c'est pas être Ah, emporté entre guillemets par la passion du trading. hmm. C'est bien hein, d'être emporté par la passion du trading, mais savoir prendre le recul parce que c'est voilà. Mais non, c'est gérable. Ok, juste pour préciser, deep dive, du coup en français, c'est faire une étude de marché, continuer d'apprendre de soit ta base de données, de soit étudier ce qui est ressorti sur le screener. Bref, c'est étudier le marché pour gagner en conviction et gagner en compétences. Ok. Eh bien, on approche de la fin de cette interview. Si tu avais une question, si tu devais recommencer à zéro, qu'est-ce que tu ferais différemment si tu dois faire différemment? Hum. Non, je pense que tout le process était bien parce que finalement, toutes les erreurs que j'ai faites, comme je faisais des erreurs sur des petits montants, j'ai cramé aucun compte. Donc, Hmm. ça m'a permis de progresser. On va dire c'est l'avantage et l'inconvénient de ma psychologie, c'est qu'au moins j'ai cramé aucun compte, donc ça m'a jamais fait abandonner. Après, évidemment, mes gains auraient peut-être été plus importants si j'avais pris des risques plus importants. Mais derrière, j'ai eu l'apprentissage, euh, les erreurs que j'ai commises qui m'ont permis de progresser. Voilà, là, maintenant, ouais, voilà, faut que je gappe. Enfin, les performances sont là, mais il faut que je gappe sur les tailles de position et pour générer de la véritable performance, on va dire, en euros, plus qu'en Ouais. pourcentage. Euh, Parce voilà, que là, c'est, as un compte de 20 000 $. ouais. On disait que tu avais 65% de performance, mais 65 performances fois 0,25 de ton risque par trade, ce qui fait que tu as à peu près fait, je crois, 25% de ton compte en réalité. C'est Ah oui, ça? puisque sur les 20 000, j'en utilise peut-être la moitié, quoi. J'en utilise peut-être que 10 000. Euh, quand je suis en full position, on va dire, par exemple, j'utilise jamais les 20 000. Donc, déjà, si j'utilisais les 20 000 pour trader, bah, ça serait autre chose, parce que si j'avais utilisé les 20 000, bah, 20 000 fois 1,65, enfin voilà, je serais pas. Je fais sur un montant déjà deux fois supérieur Ouais, de gains. Donc, tu juste serais en au moins. utilisant tout mon capital. Ouais. Ouais. Ok, très bien. Est-ce que tu aurais trois conseils clés pour un trader qui débute? Qu'est-ce que ce seraient tes conseils? Euh, bah, pour un trader qui débute, non, déjà, c'est trouver le style de trading qui te convient. Ça va être le plus important. Il y a des personnes qui seront plus à l'aise en day trading ou en swing trading. C'est trouver le trading qui est le plus adapté à ta personnalité. Moi, je me suis orienté vers le swing trading. Bon, après, ça s'est fait aussi lié à mes contraintes professionnelles, mais je pense aussi que c'est plus adapté à ma personnalité, à ma psychologie, donc, et à ma gestion émotionnelle sur laquelle je dois travailler. Donc voilà, c'est trouver le trading adapté à sa personnalité, puis persévérer et pas abandonner, parce que il faut pas espérer être performant et être rentable en une semaine, 2 mois ou 3 mois. Le trading, c'est un long chemin. Il faut être passionné, il faut être persévérant. Mais après, si on est passionné, persévérant et si on a un accompagnement, parce que c'est bien gentil d'être passionné et persévérant, mais si tu es passionné et persévérant seul dans ton coin, ça va être compliqué. Par contre, si tu es passionné, persévérant et que tu as un coaching, là, tu vas pouvoir vraiment progresser et tu vas devenir rentable.
et puis on en a la preuve, voilà, parmi tes étudiants. Là, il y a moi et d'autres étudiants qui n'étaient pas rentables au début et petit à petit, avec les coachings, et parce que c'était des personnes assidues qu'on voyait au coaching, et ben, qui ont progressé. Moi, au début, je n'étais pas du tout assidu, hein. Je ne sais pas si tu te rappelles, je venais à un coaching tous les 2, 3 mois. Bah, je progressais pas. Après, j'étais plus assidu au coaching et là, j'ai commencé à progresser. Et voilà, donc c'est du travail. C'est du travail, de la passion. Et, et puis après, après ça va. Effectivement, tu l'as dit, hein, la clé, c'est l'assiduité, la résilience. Moi, je le sais assez rapidement si la personne, elle va devenir rentable ou pas, de par son assiduité, les questions qu'elle pose, etc. Alors, maintenant, aujourd'hui, je fais une présélection parce que je prends encore moins d'étudiants qu'avant. Donc, tous les matins, j'ai des personnes au téléphone pour savoir si leur profil me correspond. Et un des critères majeurs, c'est la disponibilité, l'assiduité. Alors la disponibilité, pas forcément, parce que tu en es la preuve Hmm. aujourd'hui, c'est que avec 30 minutes, 45 minutes par jour, on peut faire de la performance, mais tu as une assiduité quand même sur le travail, sur le coaching, sur les accompagnements. Et ça, c'est le plus important. De toute façon, je pense que c'est un facteur important dans tout métier, hein, l'assiduité Hmm. et la résilience. Effectivement, on peut pas espérer devenir profitable en venant une fois tous les 15 de l'année ou 15 du mois, c'est pas possible. Donc, euh, Et, donc voilà. et après, tu as la communauté, par exemple, communauté DM Trading. Voilà, tu as un groupe de personnes assidues. Alors moi, je fais pas les open range breakout que vous faites là, à 15h30, mais des moments, je regarde les trades, c'est intéressant parce que même en observant les traits de la communauté, des moments, je regarde des petits replays là, et ça m'a permis aussi de progresser sur l'aspect linéarité avec votre indicateur sur la linéarité. Donc, en s'inspirant de la communauté et des modes de fonctionnement. Donc, au final, en s'inspirant de fonctionnement de day trading et de voir comment je pourrais appliquer de manière efficiente les traits de la communauté à mon swing trading sur l'aspect de linéarité. Donc, En fait, c'est un gros point aujourd'hui. Je choisis énormément d'étudiants sur le profil qu'ils ont pour rejoindre la communauté. Parce que je considère que en fait, cette communauté, moi, ce que je souhaite, c'est que ça soit une communauté de travail et pas juste d'apprentissage de trading. Le but, c'est de développer de nouvelles stratégies à terme, quand la personne est déjà bien ancrée dans le process et qu'elle a des résultats. C'est de travailler ensemble sur développer de nouvelles stratégies, de nouveaux process, en ayant des constats qu'on observe sur le screener. Donc ça passe par étudier ce qu'on appelle les deep dive, hein, c'est étudier tous les jours ou presque ben, quels sont les top performers sur le marché action américain et en déduire de nouvelles façons d'entrer, de nouvelles façons de profiter de ces mouvements-là. Et effectivement, la communauté, on apprend de tout le monde. Alors évidemment, au début, on apprend du coach, mais une fois qu'on a des bases un peu plus solides, eh bien, on apprend de tout le monde. Et toutes les réflexions qu'on a ensemble, même avec des étudiants qui débutent, eh bien, ça nous fait penser différemment et retravailler notre process. Et c'est comme ça qu'on s'améliore. Moi, et Pascal me l'a dit, donc Pascal, pour ceux qui connaissent pas, c'est le hmm. fondateur de DM Trading, donc de la société. Il me dit, tu verras, quand tu seras coach à DM Trading, eh bien, on n'a jamais autant progressé que quand on essaye de transmettre nos connaissances à quelqu'un d'autre, parce qu'on est obligé de les structurer, parce qu'on apprend également des autres étudiants, et ça, c'est extrêmement important pour moi. Aujourd'hui, j'aurais pas le niveau que j'ai aujourd'hui si j'avais pas ma communauté de traders à DM Trading, c'est évident. Ouais, et puis, ouais, des moments, tu regardes un trade et tu dis, ah ouais, bah non, mais là, il faut que je m'en inspire. La dernière fois, je regardais un de tes trades, tu prenais une position, je crois, de 25 000 euros. Je dis, putain, c'est quoi cette position de malade que tu prends par rapport à moi, hein. Et là, je regarde ton stop loss, tu avais un stop loss à 1%. Donc, j'ai, ah ouais, bah voilà, si je suis capable de placer, ou à 0,5 ton stop loss, il était hyper serré.
Et là, j'ai compris pourquoi tu avais pris une position de cette taille. Et après, tu avais fait bah, rapidement un x7. Mais un x7, c'est rapide quand tu as un SL à 1% ou 0,5. Donc Hmm. voilà, tu étais à 7%, je sais plus. Et là, ça m'a fait aussi réfléchir. J'ai dit, waouh, putain, si j'arrive à faire comme Thibaut, de me dire que j'ose, parce que c'est cohérent, hein, parce que c'est cohérent, je prends le début de l'impulsion, je mets un SL sous le low of the day de la bougie d'impulsion qui est hyper serré, et là, et je monte ma taille de position, ben, je peux rapidement faire des gains importants, quoi. Et donc, En fait, ouais, c'est le mécanisme qui te permet de risquer peu tout en étant exposé énormément au marché et gagner gros. La seule problématique, c'est qu'avec un stop loss très court, bah, tu peux te faire sauter assez régulièrement. Donc, il faut pas non plus que tu prennes des risques en pourcentage sur ton compte assez important. Mais ouais, c'est ce que je fais. Moi, je fais différemment. Sur le setup de contraction de volatilité, toi tu peux avoir un stop loss court d'entrée de jeu parce que on estime que quand ça casse le niveau pivot, il va y avoir une expansion et donc tu peux avoir un stop loss très court. Donc les renforts sont pas forcément judicieux, c'est peut-être plus le stop loss qu'il faut qu'il soit travaillé et très court. Alors que moi, quand je travaille une accélération, j'ai pas forcément un stop loss très court, ça arrive, mais j'ai plutôt un stop loss court et j'attends que le marché me donne raison pour pouvoir pyramider. Alors toi, ça a bien marché lundi. Avec 125 dollars de risque par trade, j'en ai gagné 2600. hmm. Je crois que j'ai pris que 3 trades, donc il y a une belle asymétrie. Mais bon, hier, par exemple, je gagnais une fois et demie de mon risque, et puis le marché n'était pas suffisamment fort pour aller dans mon sens et s'éloigner de mon stop loss. Et comme j'ai un stop loss très court, eh ben, je me suis fait sauter mes deux petites positions hier, donc j'ai quand même perdu 250 dollars. Mais effectivement, la clé pour moi, c'est la gestion du risque et on peut gagner gros sans risquer gros. Évidemment qu'on peut gagner gros en risquant gros, mais encore faut-il avoir un taux de réussite élevé et sur un échantillon de trades assez important, donc avoir ce backtest et ces statistiques qui vont dans ce sens. Moi, j'ai pas un taux de réussite élevé, hein, je suis entre 35 et 50% de taux de réussite, donc je peux pas me permettre de risquer gros à chaque fois, sinon je me ferais déchirer par le marché. Et donc, on peut effectivement gagner gros sans risquer beaucoup. Ça passe par avoir un stop loss très court ou pyramidé. Ouais. Ouais, puis, non, c'est clair. Bon, après, de toute façon, voilà, je connais mes axes de progression. Bon, bah, l'année dernière, c'était 31% sur une année. Là, c'est plus 65% sur 9 mois. Euh, voilà, j'ai vu la progression déjà d'une année sur l'autre. Et maintenant, voilà, j'ai encore d'autres choses à travailler, mais c'est plutôt bon signe, quoi. Ouais, bon, moi je suis très content de ta performance, de tes résultats. En plus, tu es quelqu'un de curieux, qui pose plein de questions, donc on a plaisir à travailler ensemble et moi j'apprends de toi comme tu peux apprendre de moi, donc c'est top. Très content de ta performance et puis on va essayer de régler quelques petits détails pour aller chercher maintenant une performance un peu plus importante en dollars. Si tu avais je sais pas, un dernier mot de la fin, quel serait, ça peut être un mot sur toi, ton trading, quels sont tes objectifs à moyen terme, ou alors est-ce que c'est un mot pour quelqu'un qui va commencer le trading, on t'en a déjà un petit peu parlé, donc ça peut être un peu sur toi aussi, à toi de voir. Non, bah, ouais, je me répéterai, c'est trouver le style de trading qui convient à ta personnalité. Voilà, moi j'ai parmi les stratégies, moi j'étais plutôt sur voilà les setups de contraction, le swing trading. Après, c'est persévérance, résilience hein, pour réussir. Et tu peux être persévérant et résilient que si tu es passionné par le domaine. Après, il faut pas faire le trading pour l'argent. C'est l'argent, finalement, c'est juste le résultat de ta Hmm. passion, de ta persévérance. Voilà. Si une personne dit, je vais faire du trading pour gagner de l'argent, enfin, c'est mon avis personnel, elle va pas réussir. Si une personne fait du trading
par passion, pas pour l'argent, ça va venir naturellement. Parce que tu vas être performant, parce que tu vas progresser, tu es passionné, tu lâches pas l'affaire. Voilà, donc c'est un moteur important. Très bien. Eh écoute, je te remercie, Olivier, pour ce témoignage qui, je pense, aidera certains traders à comprendre quel est le processus pour devenir profitable et que finalement, il y a toujours des choses encore à travailler, toujours. Ouais, c'est clair que c'est un long chemin. Bah, je vous donne rendez-vous dans 1 ou 2 ans et de voir, voilà, qu'est-ce que ça donnera d'ici là.